Eh bien, on est assez contraint par les horaires, donc je vais vous inviter à reprendre vos places et nous allons commencer cette deuxième réunion de la matinée, après l'exposé de Pierre Rosanvallon. Bonjour à tous déjà. Avant de vous présenter nos invités, quelques mots quand même sur l'intitulé de ce débat. Je ne sais pas s'il apparaît sur un écran, mais il était en tout cas sur le programme. L'intitulé, un brin provocateur, la Ve République peut-elle laisser une chance au parlementarisme? Ce n'est pas extraordinairement encourageant. La Ve République, elle vient de fêter, ou elle est en train de fêter, c'est peut-être un gros mot, en tout cas, elle vient d'avoir 65 ans, référendum 28 septembre 58, approuvant sa constitution et promulgation de cette constitution qui reste la nôtre quelques jours plus tard, le 4 octobre. L'objectif des constituants, l'objectif de De Gaulle, pour aller vite, presque son obsession est bien connu. Il s'agissait de construire un régime suffisamment fort pour résister à l'instabilité des régimes parlementaires antérieurs, la Troisième puis la Quatrième République. En découlant de cet objectif, on sait que se sont considérablement renforcés les pouvoirs de l'exécutif, du président, bien sûr, du gouvernement également, et que, comme on l'a dit à l'époque, c'est un euphémisme assez intéressant, le Parlement a été rationalisé, c'est-à-dire en réalité placé sous contrôle par un ensemble de mesures contraignantes. On y reviendra. Citons maintenant le fameux article 49.3 dont plus personne ne peut ignorer le mécanisme, et qui permet à une majorité, soit parce que dans cette majorité il y a des hésitations ou des incertitudes, soit parce que cette majorité est seulement relative, permet à cette majorité de contourner les réticences ou les oppositions avec l'adoption d'un projet de loi sans vote. On y reviendra sûrement, on l'a vu un certain nombre de fois depuis 15 mois, depuis un an en tout cas, et encore la nuit dernière, puisque ce mécanisme a été enclenché par le gouvernement. Donc, le 49.3, mais il y a bien d'autres dispositions qui sont dont le gouvernement dispose pour arriver à ses vues ou pour obtenir gain de cause. Il a pour l'essentiel, même si ça a été assoupli, la maîtrise de l'ordre du jour, des assemblées. Il dispose de l'article 40 qui est un moyen puissant de brider toute initiative parlementaire, puisque les parlementaires n'ont pas le droit de faire des propositions qui alourdiraient les dépenses ou réduiraient les recettes de l'État. Ça fait quand même un sérieux frein. Et on peut ajouter le vote bloqué, la limitation de la durée de débat sur un certain nombre de textes, notamment les textes budgétaires, toutes dispositions qu'on a pu réviser depuis un an, puisqu'elles ont, pour beaucoup, ou pour la totalité même, été utilisées par le gouvernement. Donc, ça, c'est le point de départ. 1962, deux évolutions, je vais aller vite, deux évolutions et même deux révolutions. Évidemment, l'élection du président de la République au suffrage universel, qui en fait plus que jamais la clé de voûte des institutions en lieu et place du Parlement, comme c'était le cas dans les républiques parlementaires. Mais dans la foulée de cette réforme essentielle, il s'est passé une autre chose, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire des républiques parlementaires, les gaullistes et leurs alliés ont obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a appelé le fait majoritaire, et ce fait majoritaire a façonné notre vie politique depuis 60 ans. En clair, le gouvernement a pu, depuis 60 ans, quelle que soit sa couleur,
usé, parfois abusé, de sa prééminence. Mais il arrive que les Français en décident autrement. Alors ça s'est produit en 1988. François Mitterrand, fraîchement réélu, il lui a manqué une quinzaine de voix à l'Assemblée pour disposer d'une majorité. C'était Michel Rocard qui était le Premier ministre. Et la situation depuis 15 mois, on le sait, depuis les élections législatives de l'an dernier, de 2022, de juin 2022, la situation du gouvernement est encore plus délicate puisqu'il lui manque une quarantaine de voix pour obtenir la majorité absolue et, en quelque sorte, j'allais dire, fonctionner comme d'habitude. Alors, est-ce que la question, au fond, centrale, c'est est-ce que, qui prélude à l'intitulé de ce débat, est-ce que ça a revivifié, revalorisé le Parlement? Oui, indéniablement, si l'on en juge par, comment dire, l'effervescence qui a régné au Palais Bourbon depuis 15 mois. L'effervescence est un mot que je choisis volontairement d'une grande neutralité. Oui, encore la revalorisation, quand on constate que depuis 15 mois, une cinquantaine de textes de projets de loi ont été adoptés par l'Assemblée nationale, notamment par le Parlement, mais en premier lieu par l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que sur une cinquantaine de textes, le gouvernement a été amené, obligé de discuter, négocier, délibérer pour chercher à la fois des compromis et un accord. Donc, de ce point de vue-là, la délibération parlementaire a fonctionné. Mais il y a un gros mais. Si le Parlement a été replacé au centre du jeu, les règles du jeu n'ont pas changé. Et les règles du jeu, elles ont permis, on le sait bien depuis un an, au gouvernement d'obtenir gain de cause à coup de 49.3 et d'autres dispositions sur les textes essentiels, c'est-à-dire les textes le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale et la réforme des retraites. Et si on résume au fond ce paysage global, on peut dire quand un gouvernement, un pouvoir exécutif dispose de la majorité absolue à l'Assemblée, eh bien, le Parlement est plus ou moins réduit à un rôle de chambre d'enregistrement. On peut discuter de la caractère un peu abrupt de la formule, mais c'est quand même comme ça qu'il est perçu. Et quand l'exécutif ne dispose pas d'une majorité absolue, le Parlement, ou en tout cas l'Assemblée nationale, pourra, si on a le temps, voir comment le Sénat se situe dans ce paysage-là. Sur ces textes décisifs, le Parlement, l'Assemblée, devient le théâtre d'une confrontation ou de confrontations qui me semblent stériles, puisque le combat remplace le débat, le combat front contre front remplace le débat, et que grâce à la procédure, grâce aux moyens de la procédure, le gouvernement, en définitive, obtient le terrain, y compris en se dispensant de vote sur les textes, ce qui, évidemment, n'est pas une démonstration, disons, peut apparaître comme la négation du parlementarisme. Alors, pour débattre, pardon de ce préambule un peu long, mais je crois qu'il était nécessaire pour donner toute sa portée à la question dont on va débattre. Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Vous êtes députée des Yvelines depuis 2017. Vous avez été là, une particularité au fond de votre parcours, c'est que vous avez été nommé ministre au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, et qu'un mois plus tard, ayant été réélu à l'Assemblée nationale, vous avez fait le choix de l'Assemblée et donc quitté le gouvernement et fait le choix de l'Assemblée, ce qui finalement n'est pas si fréquent que ça. Les fonctions ministérielles, en général, semblent avoir plus d'attrait. Et donc, vous êtes la première présidente de l'Assemblée nationale de toute l'histoire de cette Assemblée. Alexis Corbière, député depuis 2017 également, réélu en 2022, député de Seine-Saint-Denis. Comment dire, vous êtes une figure de la coalition des gauches à l'Assemblée.
la NUPS, nouvelle Union populaire écologique et sociale, merci. On finit, le sigle est tellement passé dans les mœurs qu'on finit par en oublier le développement. Et à ma gauche et à votre droite, mais ça n'a aucune valeur indicative, Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Alors vous êtes, vous êtes, si je puis dire, vous êtes un vétéran dans cette assemblée qui a été chamboulée, qui a quand même été chamboulée depuis deux élections législatives, puisque vous êtes élu depuis 2012. Je pense que ça sera intéressant que vous nous disiez si le climat, le mode de fonctionnement du monde ancien était plus ou moins favorable au parlementarisme et plus ou moins convaincant que celui auquel on assiste depuis 15 mois. Je vais d'abord donner la parole à nos trois invités, brièvement, pour leur proposer de... Je compte sur la présidente pour limiter le temps de parole. Pour apporter une première réponse un peu globale à la question posée, et puis ensuite nous aurons évidemment un temps de débat entre nous, puis avec vous. Madame la Présidente, comment abordez-vous cette question de la place du parlementarisme dans la Ve République? Portion congrue ou pas? Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ici à Nancy. C'est toujours un plaisir parce que pour ceux qui ont regardé un petit peu ma biographie, je suis née ici et c'est ma ville de naissance, ma ville familiale et ma ville de cœur. Donc je suis vraiment formidablement heureuse d'être ici et dans cette magnifique salle. Très heureuse de l'invitation de Thierry parce que c'est important pour moi de parler démocratie et de toujours dialoguer avec mes adversaires politiques, mais qui ne sont pas que des adversaires, qui sont des personnes engagées, que les citoyens ont choisies et avec lesquelles j'essaye de travailler au maximum. Et je trouve que c'est très important qu'également les élus, hommes et femmes politiques que nous sommes, ayons des temps d'échange les plus fréquents possibles avec les citoyens, parce que lorsque l'on demande aux citoyens qu'est-ce qu'ils attendent le plus d'un élu, quel qu'il soit, c'est la proximité. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas être trop longue parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse échanger. Vous avez dressé un tableau, alors je ne sais pas si je peux le qualifier de partial, mais en tout cas très incomplet de la situation telle qu'elle a existé, telle qu'elle existe aujourd'hui. Moi, je suis à la tête d'une Assemblée nationale aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un an, qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien. D'aucuns auraient pensé que, compte tenu de la majorité relative qui était la nôtre et compte tenu de l'éclatement des forces politiques présentes à l'Assemblée nationale, cela ne fonctionnerait pas et que le gouvernement serait contraint d'utiliser le plus souvent possible les outils dont vous avez parlé, monsieur, les outils du parlementarisme rationalisé. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et depuis un an, l'Assemblée nationale a, je crois, retrouvé pleinement sa place dans notre vie démocratique et les parlementaires ont pu se saisir des outils qui leur ont été donnés. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de la Constitution de 58, de la volonté du général de Gaulle, de rationaliser le Parlement, de corseter la représentation nationale. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a eu en 2008 une extrêmement importante réforme portée par Nicolas Sarkozy qui a voulu renforcer les droits du Parlement, renforcer les droits des oppositions. Et à cette réforme de 2008 constitutionnelle, il y a eu juste après, en 2009, une réforme du règlement de l'Assemblée nationale. Cette réforme, elle est importante sous de très nombreux aspects parce qu'elle a permis de donner beaucoup plus de pouvoir et d'autonomie au Parlement et beaucoup plus de pouvoir aux groupes d'opposition. C'est une réforme, pour vous donner quelques exemples, c'est cette réforme qui prévoit l'ordre du jour partagé
Avant, 100% de l'ordre du jour était d'origine gouvernementale. À partir de 2008, la moitié de l'ordre du jour appartient à l'Assemblée nationale, aux parlementaires qui peuvent fixer leur ordre du jour. Cette réforme de 2008 a créé les droits de tirage de commissions d'enquête, c'est-à-dire elle a permis à chaque groupe d'opposition, une fois par an, de solliciter la création d'une commission d'enquête dotée de pouvoirs extraordinaires et de pouvoir enquêter sur des sujets très divers. Il n'y a pas de limitation dans les sujets. Cette réforme de 2008, elle a donné la présidence de la Commission des finances à l'opposition. Et la Commission des finances est aujourd'hui présidée par un député de la NUPES. Cette réforme de 2008, elle a prévu, et ça c'était quelque chose de très nouveau, de faire en sorte de donner plus de pouvoir aux commissions parlementaires. Et aujourd'hui, le texte qui est examiné dans l'hémicycle n'est plus le texte du gouvernement. C'est le texte des commissions, modifié par le Parlement, par les parlementaires. Donc, et ce ne sont que quelques exemples parmi des dizaines d'exemples. Donc, le Parlement voulu par le général de Gaulle en 1958 n'est pas le Parlement qui existe aujourd'hui, en 2023, qui fonctionne aujourd'hui. Il a évolué, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont modifié et qui ont atténué ce qui avait été fait à l'époque pour rationaliser le Parlement. Ça, c'est le premier point que je voulais développer. Le deuxième point, c'est que, évidemment, la place du Parlement et la façon dont se déroulent nos débats évoluent en fonction de la configuration politique. Vous l'avez évoqué, qu'on soit en majorité absolue ou en majorité relative, ça n'est pas la même chose. Que la majorité absolue soit alignée avec le président de la République ou pas, et qu'on soit en période de cohabitation, donc, on n'a pas le même fonctionnement institutionnel. Donc, on a une grande part du fonctionnement et donc de la place de l'Assemblée nationale. Elle résulte fondamentalement des équilibres politiques qui s'y trouvent et qui sont le résultat des élections et donc du choix des Français. Et puis le troisième point qui fait que notre Assemblée n'est finalement jamais la même selon les mandatures et donc n'a pas la même place, c'est nous. C'est qu'en fonction de la façon dont travaillent les députés, en fonction de la façon dont ils s'emparent des règles et des pouvoirs qui sont les leurs, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas de la même façon. Nous avons une influence sur la place de l'Assemblée nationale, indépendamment de la Constitution, indépendamment du règlement, par notre attitude, par la façon, par exemple, dont on pose les questions au gouvernement, par la façon dont on mène nos commissions d'enquête, par la façon dont on choisit les sujets que nous mettons en débat. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, à nous de faire en sorte que l'Assemblée nationale ait pleinement sa place dans le cadre de nos institutions. Et ce matin, je lisais quelque chose qui m'a désolée, mais j'en profite puisque j'ai mon cher collègue, j'ai deux chers collègues de la NUPES avec moi. 72% des Français, maintenant, ont une mauvaise image de l'Assemblée nationale. 72% des Français ont une mauvaise image de l'Assemblée nationale en 2023. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne produit pas ce qu'on doit produire. On a produit, vous l'avez rappelé, plus de 50 textes de loi, 92 textes ont été adoptés pendant une première mandature. On remplit pleinement nos fonctions constitutionnelles, nous légiférons, nous contrôlons l'action du gouvernement, nous évaluons les politiques publiques. Ça, c'est le fond. Malheureusement, la forme n'y est pas. La forme n'y est pas et je suis la présidente de l'Assemblée nationale qui a le plus sanctionné les parlementaires de toute l'histoire de la Ve République. Je suis la présidente de l'Assemblée nationale qui voit le plus de chahuts organisés, d'invectives, d'injures dans l'hémicycle et qui font que 60% d'entre vous considèrent que l'Assemblée nationale a une mauvaise image. Donc peut-être si nous voulons que l'Assemblée nationale retrouve pleinement sa place au cœur de notre vie démocratique, il y a la Constitution et nous pouvons discuter à l'envi des règles de fixation, de l'ordre du jour, etc. Il y a notre règlement, il est à notre main, mais il y a aussi ce que nous en faisons. Et ça, eh bien, nous en sommes tous comptables. Merci.
on reviendra évidemment sur bien des points que vous avez évoqués, sur la réforme de 2008 et les prolongements éventuels qui pourraient lui être apportés, sur le discrédit ou la mauvaise image de l'Assemblée et sur les causes que vous avez évoquées à l'instant. Alexis Corbière, la présidente disait l'Assemblée nationale fonctionne et plutôt bien. Est-ce que c'est votre jugement, votre appréciation? Merci de l'invitation. Merci d'organiser des débats sur la démocratie. Je pense que c'est la question centrale. La conversation du moment dans le pays qui doit se développer, c'est la conversation autour de cette question-là. Je pense que vous aurez compris, je suis un opposant au gouvernement sur les politiques sociales, sur les politiques écologiques, mais je pense que l'antisocial, l'anti-écologique, naît dans l'antidémocratique et rendu possible par l'antidémocratique. Nous nous faisons imposer des politiques que le peuple ne veut pas majoritairement, parce qu'un système institutionnel le permet. Donc cette conversation doit avoir lieu, ce n'est pas un à côté. Je le dis à certains de mes amis qui pensent souvent que c'est évidemment dans le combat social, le combat écologique, mais il faut penser la question démocratique. Et pour le dire autrement, je ne crois pas en plus que le grand changement que nous proposons soit seulement de dire qu'il faut mettre à la place, notamment du personnage central de la Ve République actuelle, qui est le président, quelqu'un d'éclairé qui fera mieux. Dans le système institutionnel, nous avons un problème, celui de la relation entre le peuple, entre les représentants et les représentés, qui nourrit en plus des comportements, que vous le vouliez ou non, que je vais qualifier sans être pédant, d'un bonapartisme, du personnage qui concentre les pouvoirs. Toute l'idée de la naissance de la République et de la Révolution française, le fil conducteur, c'est la recherche permanente de la lutte contre le pouvoir personnel. Toujours. La République, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ce que j'entends, c'est pas un arc qui sert à tirer des flèches. La République, c'est l'expression de la souveraineté populaire contre le pouvoir personnel, qui s'est heurté notamment sous la Deuxième République. C'est le problème de la République, que le premier personnage qu'elle élit président, quelques temps après, fait un coup d'État. D'accord? Donc toujours la Troisième République, la Quatrième République a cherché en sorte de donner des pouvoirs au Parlement et faire en sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse contester ce pouvoir parlementaire, le pouvoir collectif. Et nous avons un cas particulier qui est né sous la Ve République, dans un moment particulier du pays, né dans une crise civile, presque une guerre civile en raison de la question coloniale et de la guerre d'Algérie, de la personnalité particulière du général de Gaulle, des conditions de son retour qui, je le rappelle, accessoirement sous la menace d'un coup d'État militaire, ça a été oublié, mais 1958, c'est ça les conditions de la naissance, et que fondamentalement beaucoup de Français voulaient que le régime change, car il y avait plus d'1 million de gens qui étaient en conscription, qu'il y avait des morts en Algérie, qu'on voulait que ça s'arrête et qu'on avait l'impression que la personnalité particulière et singulière, en raison de son apport à l'histoire nationale du général de Gaulle, allait régler ça. En gros, le général de Gaulle revenant, aidé par toute une série de gens, pensant d'ailleurs qu'il allait maintenir l'Algérie française, et après faisant un peu l'inverse. Mais donc c'est ça l'histoire de la Ve République, qui se voit en plus, vous l'avez rappelé Gérard Courtois, renforcée dans des traits que même ceux qui l'avaient accepté en 58 ne voulaient pas, c'est-à-dire la réforme de 1962 qui renforce les pouvoirs du président de la République. Donc je dis que, accessoirement, être contre la Ve République, quand on est de gauche, c'est mon cas, c'est se rappeler que François Mitterrand, le Parti communiste français, vu qu'on est dans la fond ici à l'invitation de Terra Nova et de ce que je vais appeler la grande famille de la deuxième gauche, relisait Pierre Mendès France, ce qu'il dit d'extrêmement virulent contre notamment la Ve République, mais l'élection du président de la République au suffrage direct. Donc cette critique-là, il faut la retrouver parce qu'elle me semble brûlante d'actualité. Il disait confier le pouvoir à un seul, fût-il le meilleur, c'est abdiquer. Et c'est donner une chance inespérée aux mauvais politiciens. Donc il faut se rappeler pourquoi François Mitterrand écrit le coup d'État permanent. On peut trouver le livre excessif, on peut même sourire en disant une fois qu'il a été au pouvoir, d'accord, mais je veux dire, nul ne peut se prévaloir de ce type de turpitude. Moi, je préfère le François Mitterrand qui est très critique sur le pouvoir personnel, plutôt que celui qui nous dit « elles étaient dangereuses avant moi, elles le seront après moi, et durant mon mandat, elles sont bien ». Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors bref, tout ça pour dire qu'il y a un côté provocateur dans le titre, a dit Gérard Courtois, c'est qu'il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Parce qu'en réalité, la Ve République, a été conçue pour cadrer le parlementarisme et donner des pouvoirs au président de la République. C'est un régime particulier. Alors on me dit, oui, mais c'est ça que veulent les Français, etc. Il y a un amour de la Ve République. Discutons-en. Quel critère scientifique peut nous permettre d'observer ça? La participation aux élections, elle n'a jamais été aussi basse. Qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Que même l'élection du président de la République, qui est le moment, tout le monde l'a compris, où se joue le pouvoir, on a aujourd'hui un président de la République qui, au premier tour de l'élection présidentielle, rassemble à peine 20% des électeurs inscrits et qui, projeté au second tour face à une dame d'extrême droite, amenant à ce que beaucoup de gens votent pour lui, non pas par adhésion sur son programme, mais par rejet pour l'extrême droite, se retrouve encore avec, me semble-t-il, 40% des électeurs inscrits. C'est un sujet. Les élections législatives, parlons-en. Je calculais tout à l'heure, pendant que Pierre Rosanvallon en parlait, la dernière élection de la 4e République législative, 1956. Il y avait à ce moment-là, je crois, 27 millions d'électeurs en France. 27 millions. Aujourd'hui, il y en a 47 millions. Nous avons gagné 20 millions d'électeurs. Eh bien, savez-vous qu'en 1956, le nombre de gens qui sont allés voter aux élections législatives est exactement le même qu'en 2022. Exactement le même. 20 millions de personnes, il y avait 20 millions de personnes en 1956. Alors, Yaël Braun-Pivet, que par ailleurs j'aime bien, dit le problème du Parlement, c'est la faute à l'opposition. Ah ben, pardon, c'est ce que j'ai compris et ce que beaucoup de gens ont compris. C'est parce qu'il y a des gens comme moi qui se comportent mal, hein, et puis voilà. Ok, c'est une explication, elle a le mérite d'une forme d'humour, je dirais presque, mais personnellement, je n'y crois pas. Premièrement, cher Yaël, je ne veux pas faire le malin, et tu le sais très bien, toute l'histoire du parlementarisme nous raconte des histoires beaucoup plus virulentes que des histoires de cravate. Le grand Jaurès, descendant de la tribune que tu présides, a été frappé à coups de poing par un député. Tout le monde raconte qu'à une époque, tiens, je vais raconter une anecdote, où c'était très masculin et où la buvette d'assemblée servait plus d'alcool, les députés, beaucoup plus alcoolisés, s'insultaient, se frappaient, etc. Donc un peu de mémoire historique. Le Parlement a toujours été le lieu et les gazettes parlementaires nous ont toujours raconté des histoires. Ça n'était pas non plus un modèle. Hein. Non, non, mais exactement. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on connaît... Non, mais vous comprenez ce que je suis en train de raconter, n'est pas dire que c'est bien, mais quand on connaît l'histoire parlementaire, j'aimerais juste que des gens oubliant ou faisant semblant d'oublier l'histoire parlementaire nous disent « on n'a jamais vu ça ». Non, on a déjà vu ça. J'en veux pour preuve Jean-Louis Debré racontant encore récemment que l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée, on n'est pas là pour boire le thé, et par définition, au Parlement, on parle. Alors, ça c'est une chose, même si ça ne veut pas dire qu'après, on peut critiquer telle ou telle attitude au sein de l'Assemblée, mais Yaël, je te le dis, il n'est pas vrai que l'Assemblée actuellement offre un spectacle qu'on n'a jamais vu. Ce n'est pas vrai. Et dire ça, je vais te le dire clairement, c'est de l'antiparlementarisme. C'est faire croire qu'aujourd'hui, le problème de notre démocratie, c'est l'attitude de certains. Ce n'est pas exact. Et je t'invite comme présidente de l'Assemblée nationale à défendre les parlementaires et à ne pas participer à cet agenda présidentiel, me semble-t-il, qui vise à dire le problème, ce n'est pas les pouvoirs du président, non mais c'est le sujet de fond. Je réponds. Ben oui, mais comme tu as pointé ça et tu as raison, et je t'ai trouvé assez habile, je dis que ça n'est pas vrai. Quel est le problème du Parlement? C'est que notamment, nous avons vu une réforme du temps de travail. C'est fondamental. Allez-vous travailler 2 ans de plus? C'est une discussion. J'accepte l'idée que certains arrivent à convaincre le pays qu'il faut travailler 2 ans de plus pour bénéficier du droit à la retraite. Mais là, le débat qui a eu lieu, je dis débat pour être gentil, c'est limité à une injonction présidentielle qui a dit qu'il souhaitait qu'on travaille 2 ans de plus. J'ai vu des études d'opinion qui ont dit que 93% des actifs n'en voulaient pas. J'ai vu des études d'opinion qui disaient que 75% de la population n'en voulait pas. J'ai vu beaucoup de gens manifester dans le pays. J'ai vu un Parlement qui n'en voulait pas et j'ai vu un texte se faire imposer. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce qu'on accepte que sur une chose aussi fondamentale qui devrait notamment amener à ce que chaque citoyen se prononce? Moi, je m'incline devant la règle du plus grand nombre et devant un débat démocratique. Mais je dis qu'il est dangereux de laisser s'installer l'idée qu'on peut imposer à un Parlement qui ne veut pas une telle réforme. Le budget, la programmation budgétaire, 18 milliards d'euros d'économie de dépenses publiques dans le budget, 70 milliards jusqu'en 2027. Nous n'en discutons pas. 49.3. Est-ce qu'on accepte les conséquences que cela va avoir? Car tout ça est très concret. Évidemment, vous vous doutez bien que si on fait des économies budgétaires, cela va avoir des conséquences sur nos services publics. Le débat n'a pas lieu. Est-ce que tout cela n'abîme pas et ne ramène pas le Parlement, effectivement, en dernière analyse, à un théâtre? Alors, je me doute, et Yaël Braun-Pivet a raison de dire, bien sûr qu'au Parlement on peut faire des choses, et Dominique Potier va sans doute me critiquer, ou enfin il dira ce qu'il veut d'ailleurs, mais en me disant, il y a des choses à faire. On va lui laisser la parole. Pardon, non mais, je termine parce que nous sommes dans le moment, me semble-t-il, regardons-le. Parce que si on ne le pense pas, ce que je suis en train de dire, cela va se dégénérer. Il y a un doute qui s'est installé dans ce pays sur la démocratie. Et ces moments-là que nous connaissons, et c'est ma conclusion,
peuvent terminer sur la tentation autoritaire, peuvent terminer sur l'idée que finalement tout ça ne sert à rien. Et que puisque finalement le Parlement ne sert à rien, puisque finalement notre système politique s'est réduit à la recherche du grand homme à l'occasion d'une élection présidentielle, méfiez-vous, car ça c'est le terreau idéologique d'une pensée que je qualifie d'extrême droite et bonapartiste. Et le grand sauveur peut être une grande sauveuse. Et la Ve République aura nourri cette idée-là. Donc je pense qu'il faut reparlementariser la vie politique. Il faut passer à la Sixième République dans une grande conversation nationale. Ça, c'est un beau sujet pour nous redéfinir comme peuple quelles sont les règles démocratiques, quelles sont les règles des citoyens. On va y venir, évidemment. Dominique Potier, Alexis Corbière, vous préjugez que vous ne seriez pas d'accord. Alors, je remercie Alexis de me laisser dire ce que je veux. J'apprécie beaucoup cette liberté et je t'en suis gré. Pour l'instant, elle est limitée dans le temps. Bon, les amis, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Et c'est un bonheur d'échanger avec vous. Moi, j'ai envie de commencer pour vider peut-être la controverse qu'a posée avec provocation et audace la présidente de l'Assemblée nationale, Yael. C'est la question de la réputation de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire qu'il faut quand même une certaine audace pour présider l'Assemblée nationale et considérer que c'est la faute entièrement des autres et uniquement de l'opposition de gauche s'il y a une dégradation de l'estime de cette Assemblée nationale. Moi, je trouve que pour le moins, un peu d'humilité s'impose. Et maintenant, Alexis, je vais te dire autre chose. Si tu m'avais accompagné ce matin, tu as dû rester sur la place Tannes, je ne sais pas ce que tu as fait ce matin, mais si tu m'avais accompagné à Toul, sur le marché, à Cora, à Leclerc, enfin, pas seulement dans les marchés bobos, mais dans les supermarchés, et qu'ensemble, on avait sillonné avec un caddie cet endroit, tu aurais rencontré des gens tout aussi populaires que ceux de ta circonscription, dont je m'étonne que depuis maintenant plus d'un an, il me parle plus de l'ambiance de l'Assemblée que des débats de fond, et qu'il considère que les chahuts, excès, désordres, etc., les horripilent plus que la présence de 80 députés du Rassemblement national. Et ils ne sont pas, c'est pas des personnes d'extrême droite, enfin en tout cas pas tous, quoi. Donc moi je ne peux pas ne pas entendre comme député dans l'Assemblée, et d'autre part comme extrêmement attentif, élu sur ce territoire qui est un territoire populaire, le Toulois à côté, le Saintois, Neuf-Maisons, que la confiance qui m'a été accordée est en décalage avec l'ambiance de ce qu'il voit à l'Assemblée. Et je passe mon temps à expliquer que l'Assemblée, ce n'est pas que ça, que l'image déformante des questions au gouvernement, des épisodes dramatiques, des excès, etc., sont une infime partie du travail de l'Assemblée, n'empêche que ce message-là est passé et qu'il est profondément destructeur. Et comme si tu citais Pierre Mendès France, que je vénère avec Jacques Delors et quelques autres dans le panthéon de la République de mon cœur, Pierre Mendès France était critique de la Ve République et de ses institutions, mais il disait aussi que la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Et que cet état d'esprit, là je rejoins Yael, nous en sommes tous dépositaires, la présidente également. Voilà. Donc, parce que les gens du peuple, ils me parlent autant du 49.3 que des excès des uns ou des autres. Ils me parlent autant du 49.3 que des excès des uns et des autres. Les deux les insupportent. Donc si on écoute la décence commune, ce sens qui s'exprime dans les milieux populaires, il faut qu'on l'entende totalement. Le 49.3 heurte la décence commune comme les désordres de l'Assemblée. Moi, je voudrais juste, en préambule à quelques propositions, c'est redire peut-être que ce débat sur le Parlement dans la Ve République, il faut le situer dans un débat de la puissance publique au début du XXIe siècle. Elle est terriblement fragilisée parce que notre souveraineté nationale, la souveraineté de l'expression populaire à travers les représentants de la nation, se situe dans un monde où nous savons que les interactions de la mondialisation sont très peu maîtrisées, qu'on a une panne du multilatéralisme et une panne de l'espérance européenne. Même si ces dernières années, on a vu une renaissance européenne, il y a globalement une panne de l'espérance européenne et une panne du multilatéralisme. Donc, on vit plus, notamment dans les milieux populaires, la mondialisation comme une perte de pouvoir que comme une capacité à agir sur cette mondialisation. D'autre part, et Pierre Rosanvallon
c'est un de ses sujets chéris, qu'il chérit particulièrement, c'est celui du langage. Si vous regardez la part du langage qui est promue par la puissance publique et celle maîtrisée par la puissance privée, on a un écart abyssal, peut-être de l'ordre de 1 à 100. Les messages portés par l'éducation nationale, par l'éducation civique, par la puissance publique dans tout son déploiement, c'est 1% des messages que reçoivent nos concitoyens aujourd'hui, dont l'imaginaire est façonné par des puissances privées. Et enfin, on a une panne des instruments d'articulation des différentes échelles, du territoire, des citoyens, du territoire, de la société civile, du Parlement et du gouvernement. Et c'est dans ce contexte d'extrême fragilité de la puissance publique que nous devons réinterroger la démocratie, qui est la seule garante de la réaffirmation de cette puissance publique pour résoudre les grands défis du XXIe siècle, et notamment ceux de l'Anthropocène, c'est-à-dire notre capacité simplement à survivre comme humanité. Et cette panne de la République, ce n'est pas une guerre picrocolline, c'est vraiment la question du rapport de pouvoir entre le gouvernement et le Parlement. Moi, je pense que le défaut congénital de la Ve République, qui a eu d'autres mérites, et tu l'as rappelé, qui est né dans un contexte qui pouvait justifier cet appel à la stabilité au nom de l'urgence de la souveraineté et de la stabilité de nos institutions. Aujourd'hui, elle a été corrigée. Elle est trop peu corrigée. Moi, je ne suis pas un spécialiste des institutions, donc je vais parler sur ce chapitre, mais je suis disponible pour réfléchir à une 6e République. Disponible, peut-être pas tout à fait avec les mêmes attendus que les tiens, Alexis, mais je pense que le régime présidentiel, la question de l'articulation avec les institutions européennes, la question de l'articulation entre la République décentralisée et le pouvoir de l'État mériterait une réforme institutionnelle qui, de facto, on peut tous l'admettre, redonnerait au Parlement une puissance normative bien plus importante qu'il en a aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits sous les différentes législatures. Et ce défaut, vous m'appeliez vétéran, vous savez, moi c'est mon 3e et dernier mandat, parce que j'ai un engagement, ce n'est pas un métier, c'est une mission qu'on a à un moment donné. Je peux comparer à une période où il y a une majorité. Il y a une majorité Sarkozy, il y a une majorité... Ça. On a eu connu une majorité Macron à un moment donné. Moi, j'ai vécu la période Hollande en 2012, après avoir... je me suis affronté à Nadine Morano à l'époque et on avait remporté un territoire populaire contre le populisme, certains populismes de droite. On avait montré qu'une politique de gauche pouvait parler au milieu populaire de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. C'est ce qu'on a gagné. Et depuis, on n'a pas été bousculé ni par les marcheurs, ni par le Rassemblement national. On a tenu. Et je veux que cette République-là, sociale, écologique, elle tienne demain. C'est tout mon combat de passeur désormais, parce que je ne m'engage pas dans une carrière politique, je veux être un passeur sur ces questions-là. Eh bien, moi je suis persuadé que ce rééquilibrage du Parlement et du gouvernement, c'est d'abord une question de moyens. Les moyens sont dans une distorsion totale. Dans un courrier que Boris Vallaud vous a adressé en août 2022, c'est ça, hein. En 22, vous interrogez les chefs de groupe et le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, vous adresse un courrier que j'ai retrouvé. Et d'ailleurs, je me permets la citation. Il décrit la situation actuelle, et c'est tellement beau que je me permets de la donner, cher Gérard Courtois. C'est Eugène Pierre, en 1902, qui parle de la situation du pays aujourd'hui. Écoutez, c'est beau, je ne vais pas le garder pour moi. Lorsque les majorités, petites majorités et absence même de majorité, craignent de voir leur programme disparaître dans une embuscade, lorsque les minorités sont obligées de veiller l'arme au poing pour défendre leurs droits les plus légitimes, le temps se consume en escarmouches misérables, on passe sa vie à faire faction devant des tentes immobiles, on tourne dans un cercle sans horizon et sans air, personne n'ose aller en avant, il n'y a plus de place pour ces grands et nobles batailles d'idées qui donnent du butin même aux vaincus. Je crains qu'on n'écrive plus et qu'on ne parle plus tout à fait à l'Assemblée comme l'auteur de ce texte en 1902, mais il dit quelque chose de très fort sur notre impuissance actuelle. Il y a une question de moyens, il y a une question de calendrier, il y a une question d'abus du 49.3, il y a une question d'article 40. On ne va pas rentrer dans la technicité, mais à constitution égale et en jouant sur les règlements, nous pouvons renforcer le pouvoir du Parlement dans l'attente d'une éventuelle 6e République à construire. Et il y avait des propositions très précises. J'en prends une seule, dont découlent beaucoup d'autres choses. Une seule. Boris Vallaud vous dit « Sommes-nous capables d'avoir une vision semestrielle des textes de loi que nous allons examiner ?» J'étais avec le président du Conseil de développement du Grand Nancy ce matin et je lui demandais de me rappeler les propositions du Conseil national du développement, des conseils de développement.
nous convenions ensemble que si nous savions à quel moment la loi sur la fin de vie, sur l'immigration, sur l'agriculture allait être programmée, nous serions capables, à 3 mois, à 6 mois, d'organiser sur nos territoires, dans la métropole, dans les territoires voisins, des débats sur le vieillissement, sur la fin de vie, sur les soins palliatifs, sur des questions de société, sur la planification écologique. Nous serions capables de le faire avec la société civile. Si nous étions dotés de moyens supplémentaires, chaque député pourrait faire un travail de mission d'information sur son territoire pour vérifier la réalité des services publics, le déploiement des politiques publiques sur son territoire. Nous aurions de quoi nourrir avec intelligence et moins de posture le débat parlementaire. Or, l'absence de ce calendrier, qui aujourd'hui, ou alors ça va être c'est important, hein, il y a jamais, tu nous l'annonces aujourd'hui, ça va être très intéressant ça. Qui peut nous dire jusque mai, jusque juin, les textes que nous allons aborder et sous quelles conditions? Moi, j'ai été amené hier, en 1 heure, à arbitrer 9 amendements du groupe socialiste sur la loi Le Maire, qui avait été annoncé par Elisabeth Borne 15 jours avant, changé par le président de la République dimanche dernier, le soir des sénatoriales. Il annonce qu'on abandonne le truc sur les carburants. Moi, j'ai commencé à faire des auditions là-dessus, à travailler tout tombe à l'eau, et on repart sur un nouveau texte qu'on apprend il y a 2 jours, sur lequel on a déposé des amendements dans 48 heures, et qui sera examiné. Enfin, on ne peut pas travailler comme ça. La question du calendrier et la question des moyens d'expertise. Je vais vous dire, dans le cadre d'une mission d'information sur le partage de la valeur, sujet qui pourrait nourrir la conférence sociale à venir, il a fallu, après 5 courriers à Bercy, obtenir par un administrateur de l'Assemblée une source de l'INSEE pour savoir que 0,3% des Français, au-delà de 12 fois le SMIC, captaient 9 milliards d'euros de rémunération, que répartis sur le premier décile des Français qui sont en première ligne, les travailleurs invisibles et pauvres, parfois sans convention collective, c'était 300 € de plus sur la fiche de paye. J'avais demandé à Bercy, dans 2 questions écrites et 3 demandes officielles comme responsable de la mission d'information avant, sans obtenir de réponse. C'est l'INSEE qui finalement m'a donné la réponse. Alors je donne corps à des propositions très concrètes comme celle que formulait Valérie Rabault il y a quelques années, c'est que des inspecteurs, des cadres de haut niveau de l'INSEE soient mis à disposition en permanence de l'Assemblée pour que nous ayons nous-mêmes nos études d'impact, nos capacités à intervenir, un calendrier, des moyens d'expertise, des moyens de travailler en intelligence avec la société civile. Vous recréez un continuum démocratique qui est sacrément important pour la vitalité de notre démocratie. Bien, le tableau est posé de manière très claire, me semble-t-il. Je voudrais quand même revenir tout de suite sur le chiffre qu'a évoqué Yael Braun-Pivet, sur les 72% de Français qui ont un jugement critique ou négatif sur le Parlement, et notamment sur l'Assemblée. Ça n'est pas le seul indicateur de ce que Pierre Rosanvallon appelait tout à l'heure le désenchantement démocratique. Le premier indicateur, c'est l'effondrement du taux de participation aux législatives. Les 2 dernières, 2017-2022, plus de 50% d'abstention aux élections législatives, jusqu'à 57% au second tour de 2017. C'était autour de 40% dans les années 2000, autour de 30% dans les années 90 et moins de 20% dans les années 70, mais c'était une autre époque. Donc, première chose, et je glisse au passage que quand Alexis Corbière pose la question de la légitimité du président de la République élu, on peut poser la même question de la légitimité des parlementaires élus dans des conditions encore plus, faibles de participation. Et le deuxième indicateur, c'est effectivement, alors moi j'avais le chiffre à l'envers, le baromètre annuel du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, sur la confiance, et effectivement, alors c'est très intéressant parce que depuis une douzaine d'années, à une exception près qui est l'année 2018, les Gilets jaunes, le taux de confiance des Français dans l'Assemblée nationale autour de 38-40%. Et c'était 38% en 2022, l'an dernier. Taux de confiance dans le Sénat, même chose, autour de 40%, et c'était 39% l'an dernier. Et ce taux de confiance, entre 2022 et 2023,
et ça pose quand même la question de ce que les Français ont vu du fonctionnement parlementaire depuis un an, s'est effondré. Il a chuté de 10 points pour l'Assemblée, de 8 points pour le Sénat, mais de 10 points pour l'Assemblée. Donc il n'y a plus que 28% de Français qui ont confiance, qui font confiance à l'institution Assemblée nationale. Ça ne veut rien dire de leur confiance dans leurs députés, mais sur l'institution. Donc, vous avez évoqué les uns et les autres plusieurs causes de ce discrédit, mais qui est profond. Est-ce qu'on peut en faire la... Je veux dire, vous avez évoqué le chahut, vous avez évoqué... Enfin, les chahuts, je résume. Les 49.3, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière, au-delà de ça, qui est important, parce que c'est ce que les gens voient, les chahuts, à la télé, etc., est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'impuissance de l'Assemblée nationale, du Parlement en général, de l'Assemblée nationale en particulier? On n'a pas de sénateurs ici, mais on pourrait évoquer le problème avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment d'impuissance et de comment dire, oui, allez-y, Dominique Potier. Oui. Ou si tu veux y aller, Alexis, n'importe. Non, c'est... Après, les deux questions radicales qu'il nous faut entendre, et on ne peut pas être sourd, Gérard, vous avez raison de nous poser la question, c'est on vous plaint. Alors moi, j'ai pas envie d'être plaint, parce qu'à cause du chahut, ça, même si c'est la mousse, n'empêche, les gens nous disent t'as bien du mérite, ça doit être dur, etc. Enfin, c'est insensé, quoi. Bon, donc il y a ça, il y a l'ambiance. Et puis quelque chose de plus profond, c'est à quoi vous servez. Le à quoi vous servez, il faut entendre les deux, parce qu'autrement, la droite, je me permets, la droite pourrait penser c'est le chahut, donc on vous plaint, parce que c'est horrible l'ambiance, c'est pas respectueux des institutions, de la décence commune, mais il y a aussi à quoi vous servez. Moi, Gérard m'a invité à me rappeler de la période Hollande. Parfois, je me dis, j'ai toujours le sentiment d'être un peu dans l'opposition, parce que peut-être un peu indien en politique, etc. J'ai été amené à porter, et je le dis en présence d'Olivier Jacquin, qui, réélu sénateur il y a quelques jours, a rebondi sur ce projet de loi que j'ai porté, que Yael connaît bien par ailleurs, sur le devoir de vigilance des multinationales. Tu as rebondi, Olivier, en le déclinant dans l'ubérisation, dans le combat contre l'ubérisation. Ce combat du devoir de vigilance, c'est une innovation internationale, c'est l'obligation de lever le voile juridique qui sépare les donneurs d'ordre économique, les multinationales, de leurs sous-traitants et de leurs filiales dans les chaînes de production mondialisées. Donc ce qui est visé, c'est le travail des enfants, c'est les écocides, etc. C'est une première française. On le vote le dernier jour de la mandature de François Hollande. Le combat démarre dès septembre 2012. Donc c'est 5 ans de combat acharné contre l'exécutif. Et dans une revue, l'Ours, revue socialiste, il y a peu de temps, je commençais un article qui reprend ce récit en disant « L'étonnement, c'est qu'on s'étonne que des députés aient pensé une loi avec la société civile, les ONG, des chercheurs, des intellectuels, le mouvement syndical dans son ensemble réunis sur ce combat, et qu'il ait été adopté à l'Assemblée. On était sous François Hollande. Je le dis avec honnêteté politiquement. C'est un vieux sujet, ce rapport du gouvernement de Jean. Bercy, Matignon, vent debout, chaque fois qu'on avançait au Parlement ou au Sénat, les multinationales revenaient à la charge, etc. Il a fallu un combat quasi héroïque, je le dis, de permanence de la société civile et des parlementaires pour adopter une loi qui, aujourd'hui, et dans les 3 mois qui viennent, va devenir une directive européenne parce qu'elle a été relayée par le Parlement européen et que le trilogue est en train d'en faire une loi internationale qui va peser dans la réforme structurelle du capitalisme international. Bon. Cette avancée juridique, la question « que peut le droit ?» pour l'imposer dans notre Assemblée, c'est 5 ans de bataille où le bicamérisme fait que la loi est oubliée au Sénat, qui est à droite, donc ils oublient de la mettre à l'ordre du jour. À l'Assemblée, on trouve toutes sortes d'artefacts pour la reporter, pour la minorer, etc. Ça a été un combat héroïque. Aujourd'hui, pour porter des combats significatifs qui touchent à la vie des gens, la concurrence de notre économie par des pratiques déloyales qui font de l'esclavage au bout du monde, les députés, même très organisés, même très volontaires, mettent 5 ans à obtenir ce combat. Et en permanence, il est sous le coup d'un super pouvoir du gouvernement. Yael, on a eu du mal à obtenir une évaluation de cette loi. On a eu du mal à la porter en Europe.
aujourd'hui, l'ensemble, on l'a fait, oui, je sais. Mais on a réussi à le faire. Mais tout ça, si vous saviez à quel point ces combats sont héroïques pour que le Parlement, simplement, non pas annonce des projets que lui suggère tel ou tel ministre pour faire plaisir à tel ou tel groupe de députés, mais significativement engage des réformes qui sont à la hauteur des enjeux contemporains, c'est extrêmement rare. Et donc on n'a pas aujourd'hui, la question à quoi vous servez, elle est bien posée, sauf dans des conditions très rares, nous n'influons pas sur le cours de la vie du monde et des gens de façon significative, parce que le rapport de force avec le gouvernement est totalement déséquilibré. Madame la Présidente. Je suis en partie d'accord avec Dominique. Moi, quand j'étais présidente de la commission des lois, j'ai rédigé un rapport qui était intitulé « Plaidoyer pour un Parlement renforcé ». Et je formulais 25 propositions dans ce rapport, notamment le fait d'avoir de la visibilité sur le calendrier législatif pour justement pouvoir travailler très en amont dans le cadre de missions d'information avec les citoyens, avec le CESE, avec d'autres conseils qui nous apportent un éclairage utile. J'avais formulé un rêve qui se réalise sous cette mandature. J'avais imaginé des semaines transpartisanes, c'est-à-dire des semaines où on porterait des textes justement d'intérêt commun, tels que celui que tu évoques et qui t'a mobilisé pendant tant d'années, entre la majorité et l'opposition, et que majorité et opposition unis sur un texte, travaillant main dans la main, pas forcément en étant d'accord sur tout, mais travaillant main dans la main dans le cadre de missions d'information, de commissions, pourraient, aboutissant à des PPL, accéder à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et nous avons, avec l'accord unanime des présidents de groupe, c'est pour ça que moi je dis, quand même, il ne faut pas négliger quelle est notre part dans le rôle et le pouvoir du Parlement. Sur ces semaines transpartisanes, où des textes donc portés par des groupes qui n'appartiennent pas à la même majorité arrivent dans l'hémicycle, j'ai eu un accord unanime de tous les présidents de groupe qui ont dit « Ok, banco, on y va ». Et ça a marché, et ça permet d'adopter des lois ou des propositions de résolution à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc moi, je te rejoins, Dominique, aussi, quand tu dis, je me bats pour dire l'Assemblée nationale, ça n'est pas que le bazar ni le 49.3. C'est aussi plein d'autres choses que nous pouvons imaginer. Je m'occupe en ce moment d'imaginer, avec les présidents de groupe, une réforme des questions au gouvernement. J'ai entamé une réflexion sur les semaines de contrôle pour qu'elles soient plus efficiente. Nous pouvons avoir un dialogue avec le gouvernement sur la prévisibilité de nos textes, avoir plus de délai entre le moment où le texte arrive en Conseil des ministres et le moment où nous l'examinons. Plus de prise en considération de nos propositions. Et ça marche. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres avant de venir sur cette première année. Vous savez que l'initiative parlementaire, sur cette première année, a doublé. Nous avons, sur cette première année, doublé le nombre de propositions de loi qui ont été adoptées au Parlement. Doublé. Et en même temps, nous avons réduit de moitié le nombre de projets de loi, c'est-à-dire d'initiatives gouvernementales. Donc, il ne faut pas voir la situation du Parlement aujourd'hui comme étant toute noire ou toute blanche. Bien évidemment, il y a des progrès à faire. Moi, je ne suis pas pour une 6e République. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune condition politique qui soit réunie pour que nous nous aventurions dans une 6e République, quelle qu'elle soit. Moi, je crois que la 5e République aujourd'hui, elle vous garantit, elle nous garantit une stabilité et le respect de vos droits et libertés, qu'il faut sans cesse continuer à l'améliorer. Il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table et qui vont faire l'objet de travaux pendant les mois qui viennent entre les présidents de groupe, moi-même et puis évidemment le président du Sénat, parce que le Parlement, ça n'est pas que l'Assemblée nationale. Mais ce que moi je constate depuis maintenant 1 an, c'est que, et je sais que ça ne fait pas forcément plaisir à ceux qui sont dans mon camp, mais que l'existence d'une majorité relative, le fait que vous soyez tous, quelles que soient vos opinions politiques, représentés peu ou prou à l'Assemblée nationale aujourd'hui, donc que tous les courants politiques soient représentés à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est un immense bienfait pour le Parlement, parce que cette majorité relative invite
oblige tout le monde au dialogue. Elle invite et elle oblige tout le monde à la culture du compromis. Que ce soit les parlementaires de la majorité ou de l'opposition, mais que ce soit aussi évidemment le gouvernement qui a besoin d'aller chercher le compromis avec les oppositions pour obtenir une majorité. Et il l'a fait, notamment avec vous, sur le texte concernant les énergies renouvelables. Donc il y a, ce qui montre que ça peut marcher quand il y a une volonté sincère de part et d'autre d'aller au compromis. Et puis, ça nous oblige à chercher le compromis avec le Sénat. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, les chiffres aussi sont très parlants. Là où, pendant la précédente mandature, vous aviez 62% d'accords entre le Sénat et l'Assemblée nationale, sous cette mandature, sur cette première année de mandature, il y a eu 82% d'accords entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui n'est pas d'une même majorité, et donc qui n'est pas d'une même majorité, Dominique, je t'assure, et qui, à chaque fois, non mais c'est intéressant parce que ça veut dire que les textes sur lesquels on se met d'accord comportent des apports de l'Assemblée nationale, comportent des apports du Sénat, comportent des apports de tous les groupes politiques et comportent évidemment des concessions du gouvernement. Et donc, lorsque l'on rentre dans ce processus-là, le Parlement retrouve effectivement, de facto, toute sa place. Maintenant, il faut avancer sur un certain nombre de réformes et il faut également, et je vais terminer par là, moi je vous rejoins complètement je rejoins Dominique, sur les moyens qui sont donnés à l'Assemblée. Nous n'avons pas assez de moyens de contrôle, nous n'avons pas assez de moyens d'évaluation. C'est une vieille revendication du Parlement, mais il faut qu'on réussisse à avancer sur ce point. On viendra rapidement sur les réformes éventuelles et leurs possibilités. Je voudrais quand même... je suis emballé par votre optimisme, mais voilà, je prends un exemple très concret, c'est ce qui s'est passé sur la loi de programmation des finances publiques. Vous dites invitation au dialogue, on a la démonstration inverse. C'est-à-dire que... Ah, pardon, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi le film, mais je ne jette la pierre à personne. Je pense qu'on est dans un dialogue de sourds, en l'occurrence, comme sur tous les textes budgétaires. C'est un texte important, évidemment, puisqu'il permet à tous les acteurs économiques français, la Commission européenne, les marchés financiers, sur lesquels on emprunte énormément, de savoir quelle est la trajectoire budgétaire de la France et sur quoi s'engage, grosso modo, le gouvernement. Pour la droite, le gouvernement n'en fait pas assez, n'est pas assez rigoureux sur la réduction des dépenses. Pour la gauche, on est dans une cure d'austérité épouvantable. Donc, le gouvernement, la Première ministre, sait parfaitement, elle le sait d'autant mieux qu'en première lecture, ce texte a été mis au vote et n'a pas été adopté l'an dernier. Ensuite, il a été adopté par le Sénat, il revient en deuxième lecture. Elle sait que si ce texte est mis au vote, elle n'aura pas, ce texte sera retoqué à nouveau. Donc, voilà, que peut faire d'autre le gouvernement? Renoncer? Ça ne serait pas très responsable ni très sérieux. Donc, elle engage sa responsabilité, le mot est important, sur la base de l'article 49.3. Et que fait l'opposition de manière, je dirais, automatique? Et là, on n'est plus du tout dans le dialogue, on est dans le dialogue de sourds. Elle dépose une motion de censure et... Non, une motion de censure cette nuit. Oui, une motion de rejet d'abord qui est retoquée, puis une motion de censure qui n'est pas adoptée par le Parlement. Et on est dans un jeu de rôle qui je suis navré, mais qui ne rentre pas. C'est pas un jeu de rôle du tout. Alors, vous permettez? Okay, alors allons-y, c'est pas un jeu de rôle. Non, mais... C'est un drôle de jeu. Sans doute. J'ai compris que j'ai été trop long tout à l'heure. Je vais à l'essentiel. Non, mais premièrement, le thème que nous avons, c'est sur la Ve République, donc je répète. Et je dois dire que je suis, cher Yael, ne le prenez pas mal, stupéfait d'entendre, tu es la 3e ou 4e personnage de l'État, 4e, dire
il n'est surtout pas temps de passer à la 6e République. La 5e République, c'est ce qui donne la stabilité, etc. Nous avons sous les yeux un spectacle d'une abstention de masse à toutes les élections. Je suis le député le mieux élu de France, élu au premier tour avec 63%. Et pour autant, je ne représente que 24% des électeurs inscrits. Donc une Assemblée nationale de plus en plus déformée. Sur les marchés, les gens dont vous parlez, de toute façon, 8 personnes sur 10 n'ont pas voté pour leur député. Et je mets de côté, même en Seine-Saint-Denis, des gens qui n'ont pas le droit de vote. Non mais, discutons-en, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que je suis législateur, vous êtes tournés tous les trois. D'abord, les gens n'ont pas voté pour leur député parce qu'ils ne vont plus voter. Est-ce qu'on peut parler de ça? Non mais oui, bien sûr. Ça, c'est un élément de dégénérescence et de crise qui montre que ça ne fonctionne plus. Sauf si, évidemment, comme on est l'élu, on dit ben, ça fonctionne, la preuve, je suis élu. Donc ça tourne, les affaires tournent. Le système institutionnel peut continuer à fonctionner, même sans le peuple. Mais quand on est républicain, un système qui fonctionne sans le peuple, ça devrait quand même nous inquiéter. Et j'observe que toi qui es président de l'Assemblée nationale, cela ne t'inquiète pas. Parce que tu ne dis pas, ce système est à bout, tu dis c'est le seul pour avoir la stabilité. Tu considères que 8 personnes sur 10 qui ne votent pas pour leur député, c'est de la stabilité. Je dis que c'est une profonde... Ah ben si, je dis que c'est une profonde instabilité. Instabilité, qu'il est fou de ne pas voir. Parce que de cette instabilité, de ce dégoût, monte dans le pays une colère sourde, qui évidemment se porte contre les élus. Certains élus de petites communes se font agresser, et tout ça est l'expression de quelque chose de puissant, sur lequel ça n'est que par un travail de refondation politique, de savoir quelles sont nos règles. Comment le peuple a la parole. Comment, je reprends la formulation magnifique de Pierre Rosanvallon, comment le citoyen n'est pas un intermittent de la démocratie. C'est ça qu'il faut penser. Oui, mais ça, c'est pas la 5e République. Alexis Corbière, Donc, je voudrais qu'on vienne sur le dialogue de sourds, parce que mais c'est justement, ça que les Français j'y voient. venais. Donc la conversation sur la 6e République, nous, la NUPES, on a fait un groupe de travail 6e République piloté par toute une série de députés. C'est la conversation. Il va y avoir des auditions citoyennes dans le pays. Et bravo Terra Nova de faire ce boulot, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Et je comprends à partir de là, Dominique et tout ça, que moi, en plus, il faut évidemment qu'on n'a pas la même vision de ce dont on parle. Là-dessus, y compris dans la salle, s'il y a des gens qui votent Marine Le Pen, qui votent droite, c'est passionnant qu'on n'ait pas la même vision. Ça m'intéresse. Moi, je peux défendre l'idée de référendum d'initiative citoyenne, du droit de révoquer les élus, et je peux comprendre que des gens soient sur d'autres propositions. Mais discutons-en. La pire des choses serait de dire il ne faut pas en discuter parce que c'est le seul système stable que nous avons sous les yeux. Donc, gros travail. Ensuite, je réponds à Gérard Courtois, qui a raison, parce que, pardon Yael, on fait tous la politique, mais on a voté. Là, le texte qui a été imposé par 49.3 a été d'abord rejeté il y a 1 an, lorsque la première programmation. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a rejeté cette programmation budgétaire. Pour autant, nous avons eu des discussions à l'occasion des débats budgétaires où, par exemple, on avait voté 12 milliards. Il y a une majorité à l'Assemblée, 12 milliards pour la rénovation thermique, par exemple. On a voté 3 milliards pour le rail. Eh bien, le 49.3 a empêché que ça se mette en œuvre. Ce que je veux dire, c'est que l'Assemblée, quand elle travaille, il y a des majorités qui se font sur des sujets. Et pour autant, le problème du 49.3 n'est pas que, comme Corbière est un hirsute et un dingue, il faut qu'Elisabeth Borne remette du calme dans cette classe pleine de chahuts. C'est que c'est un texte qui impose quelque chose qu'une majorité de gens à l'Assemblée ne veulent pas. C'est pour ça que le coup des députés chahuteurs, je veux bien, mais ça fait écran au fait qu'il y a souvent des majorités que la présidente devrait d'ailleurs défendre et dire à la Première ministre, Madame la Première ministre, ce que vous faites n'est pas correct. Cette majorité a décidé pendant 12 milliards pour la rénovation thermique cet été avec les chaleurs qu'on a eues, ça aurait pu être utile. Et cet hiver, sans doute, qu'on va en avoir besoin. Donc, le problème, c'est des débats de fond. Au bout d'un moment, le consensus, et moi, je veux bien. Personnellement, je n'arriverai jamais à un consensus pour dire qu'il faut faire 18 milliards d'euros d'économie d'argent public. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à l'inverse, il y a toute une série d'autres types d'économies qui sont faites par des baisses fiscales, notamment dans des grands groupes. Bon, là-dessus, bon sang, une démocratie, c'est pas le consensus. Le consensus, c'est un truc qui n'est pas démocratique. Une démocratie, c'est comment on régule des désaccords et comment une majorité se dégage sur certains sujets. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, parce que le consensus, c'est la non-discussion et c'est l'enfumage, bien souvent. Donc, ce qui amène le 49.3, c'est qu'il y a quelque chose qui a eu lieu d'exceptionnel pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, c'est que le gouvernement est minoritaire. C'est que... Pas la première fois. Oui, mais ça avait amené une cohabitation. Mais pour la première fois... Non. Rocard et Mitterrand. Oui, mais là... Mais Rocard, il passe un accord avec un groupe politique et il met en place un gouvernement qui a une majorité à l'Assemblée nationale
qui a une majorité à l'Assemblée nationale, je rappelle, et qui, par moment, parce que dans cette majorité, il y avait à la fois, j'ai oublié leur nom, des centristes et aussi le Parti communiste qui participait au gouvernement, sur certains sujets parfois. Restons sur l'actualité, on ne va pas refaire Oui, l'histoire. mais pardon Gérard, tu me coupes la parole, mais il n'y a pas de majorité à l'heure actuelle, ça n'est pas comparable à la situation de Michel Rocard. Si. Non, enfin, me semble-t-il. Mais bon, Il lui manquait 15 voix, il en manque 40 au gouvernement actuel. C'est comparable de ce point de vue-là. Et Michel Rocard a utilisé, je ne sais plus, 28 fois, je crois, le 49.3. Mais 42 fois. Là, on est déjà à 1 an et on va en arriver sans doute à 25 fois. Mais Okay. et quand même, allez, puisque tu veux, moi je ne défends pas un âge d'or, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, regardons que ce système, pour toute une série de raisons, et une évolution de la vie politique, une tripolarisation de la vie politique, doit nous amener à repenser tout ça pour arriver à ce que... Qu'est-ce que c'est qui nous intéresse? C'est pas une... Là, je trouve que depuis le début, et c'est un peu normal, on discute beaucoup les élus. La question centrale, c'est le citoyen. Comment le citoyen, là-dedans, il se dit que tout ça n'est pas un monde qui s'éloigne de lui, comment il arrive à avoir non pas seulement des possibilités de contrôle, d'intervention. Je pense qu'en plus, la vie politique, avec les réseaux sociaux, etc., fait que le citoyen peut être beaucoup plus... Cet œil démocratique dont nous parlait Pierre Rosanvallon, je pense qu'on peut l'avoir encore plus, pas seulement par le moniteur parlementaire de 1789. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez, on peut avoir quelque chose qui amène à ce que le citoyen n'est pas un personnage en culotte courte démocratique entre deux élections, quelqu'un qui intervient, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui éventuellement révoque, et en finir, parce que depuis le début, c'est l'éléphant absent de la conversation, avec les pouvoirs du président de la République. Nous avons un personnage qui impose au Parlement et qui, par ailleurs, prend la parole sur beaucoup de sujets en donnant son opinion sur des choses qui ne sont pas débattues à l'Assemblée nationale. C'est assez sidérant. Et j'ai un peu de peine, j'arrête, mais que... Non, parce que je voudrais qu'on donne la parole aux citoyens précisément. Et oui. Le citoyen... Tu es gentil, Gérard. Non, parce qu'il nous reste un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure. Et j'aimerais bien que, puisque le citoyen est invoqué, que le citoyen s'exprime. Donc, allez-y. Il y a des questions à gauche, ici peut-être. Une première question. Allô, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Gauthier Dardenne et je suis membre du Conseil nancéen de la jeunesse. Donc tout simplement, c'est une organisation de jeunesse prenant part aux réflexions publiques. Donc déjà au nom du CNJ, j'aimerais remercier déjà vous, Gérard Courtois, pour votre animation. Et je remercie également Terra Nova pour son invitation au CNJ à prendre part à la place de la démocratie pendant ces 3 jours. Et je voudrais juste par ailleurs, car je pense qu'il est important, vous faire savoir que pendant 3 semaines au CNJ, nous avons justement préparé avec ses membres un hackathon. Donc un hackathon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un groupe de réflexion, jeunes ici en l'occurrence, afin de traiter justement, comme c'est l'occasion, des thèmes proposés par Terra Nova, notamment si la Ve République peut-elle laisser une place au parlementarisme. Et à l'issue de ces réflexions, je dois vous avouer que c'est une autre question qui est apparue au nom de ces réflexions-là. Et donc, moi, je me permets justement de vous la poser, à vous, chers invités. Le problème n'est-il pas le manque de représentativité des représentants plutôt que le parlementarisme? Voilà, merci. Waouh, belle question. Qui ose s'aventurer dans la réponse? Il y a le bon pivet. Oui. Évidemment, moi je suis... Je rebondis 3 secondes sur ce que disait Alexis, simplement pour dire que moi, depuis que je fais de la politique, je veux absolument replacer le citoyen au cœur de la politique. Et donc, je suis une fervente défenseur de tous les processus de délibération, de participation citoyenne. Je plaide pour un recours beaucoup plus fréquent au référendum. J'ai beaucoup de réflexions sur le sujet, mais le sujet de notre table ronde aujourd'hui, c'était le Parlement et l'Assemblée nationale, et c'est évidemment la raison pour laquelle je ne suis pas allée sur ce terrain-là. Maintenant, un autre point, c'est que l'abstention, évidemment, elle touche le Parlement. Mais si elle ne touchait que le Parlement, on pourrait s'estimer heureux. Aujourd'hui, dans notre pays, les citoyens votent de moins en moins pour leurs élections municipales, même pour l'élection présidentielle. Et je ne vous parle pas des élections départementales, régionales, et Dominique, tu as raison, syndicales également. Et les Français ne vont plus aux urnes, quel que soit le scrutin, et il serait erroné de penser qu'il n'y a que le Parlement qui est en cause. Je pense que ça ne serait pas la bonne façon d'adresser cette question fondamentale de l'abstention
l'abstention et du rapport et de la façon dont le citoyen s'engage dans la vie publique ou dans la vie syndicale ou dans la vie de son entreprise ou même dans la copropriété. Il y a des copropriétés qui n'arrivent pas à avoir leur quorum pour prendre leurs décisions qui concernent le ravalement. Donc on a besoin de citoyens engagés et on a besoin d'assemblées qui soient représentatives de la population. On a fait des progrès, et j'en suis le reflet, sur la représentativité de l'Assemblée nationale en termes de femmes. On partait de loin. Et année après année, les femmes sont entrées en vie politique. Et vous l'avez rappelé, je suis la première à présider l'Assemblée nationale. Et donc les femmes ont investi, grâce à des lois, les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux, le Sénat, l'Assemblée nationale. On me disait qu'à la suite de l'élection au Sénat, là, il y a 40% de sénatrices. Donc la représentativité homme-femme, on n'y est pas encore à la parité, mais on y arrive. On a deux défauts de représentativité qu'il me semble il faut corriger. D'une part, la représentativité politique. Les Français, avec le scrutin majoritaire, sont qu'imparfaitement représentés à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faudrait faire évoluer notre mode de scrutin pour aller vers faire de la proportionnelle, mais pas de proportionnelle intégrale. Moi, je suis plutôt une adepte d'une forte dose de proportionnelle pour avoir une meilleure représentation. Et puis, il y a la représentativité sociale. On a malheureusement encore aujourd'hui une représentation sociale de l'Assemblée qui ne correspond pas à celle de la société. Et là, il faut inlassablement plaider pour l'engagement, parce qu'on a besoin de tous pour pouvoir agir et avoir le plus de légitimité possible, mais aussi pour pouvoir bien délibérer. Parce que si on délibère entre nous, qui peut-être sommes issus de certains milieux, certaines professions notamment, il y a des professions qui sont surreprésentées à l'Assemblée nationale, eh bien je pense qu'on délibère imparfaitement. Et que plus on arrivera à une représentation de l'Assemblée qui corresponde à la société actuelle, en ce qu'elle comporte des jeunes aussi, on a insuffisamment de jeunes à l'Assemblée nationale, eh bien, je crois qu'on avancera sur le bon chemin. Donc une Assemblée nationale imparfaitement représentative de la société française, évidemment. Tu veux rajouter quelque chose, Dominique ? Non, je voudrais qu'on prenne d'autres questions pour diversifier le débat. Il y avait des questions au premier rang, au deuxième rang, là, devant. S'il y a un micro qui peut se promener... Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette respiration démocratique. Une observation et une proposition. Je suis sénateur de Meurthe-et-Moselle, fraîchement réélu, et je sors de campagne électorale dans laquelle personne, contrairement à celle de 2017, n'a remis en question le Sénat. En 2017, j'avais un certain nombre de questions qui m'étaient posées là-dessus, donc il y a une évolution importante. Manière de rappeler à votre questionnement que la Ve République est profondément bicamérale. Et la proposition est la suivante. J'ai été, comme jeune parlementaire, profondément scotché par la qualité délibérative de la Convention citoyenne pour le climat et celle pour la fin de vie. Et ma proposition, c'est la suivante. Pourquoi le Parlement ne commanderait pas des conventions citoyennes en posant la question et en ne laissant pas seulement Jupiter poser la question et récupérer le débat de manière un peu médiatique pour nourrir son propre débat et aller plus loin et dépasser la problématique qu'a le Parlement d'être des fois un peu embringué par les corps constitués et certains lobbies. Je vous remercie. Merci. Je passerai volontiers la parole à Dominique Potier qui parlait tout à l'heure de la question de l'expertise. Est-ce que la démocratie délibérative et participative, par exemple des conventions citoyennes, est un moyen d'alimenter et de renforcer l'expertise parlementaire ? J'en rejoins la proposition d'Olivier Jacquin sans problème. La question, c'est comment est-ce qu'on n'instrumentalise pas ces conventions citoyennes. C'est le traitement qu'on a fait de la Convention climat en leur disant vous allez faire la loi, puis après on va prendre ce qu'on veut, etc. Enfin, moi je trouvais qu'il y avait une grande démagogie à dire c'est à 150 citoyens réunis même pendant X jours qu'ils allaient faire la loi.
c'est une négation de la démocratie représentative et de ce qu'est un processus d'élaboration de la loi. J'avais moi-même réuni à Sion, c'est le hasard, hein, à peu près le même nombre de citoyens sur un petit week-end avec des experts. Ils ont produit à peu près les mêmes propositions. Mais jamais je leur ai dit, ce que vous faites, c'est la loi qui va être votée in fine, parce que la loi, elle tient compte des budgets, des contraintes européennes, elle tient compte des principes de réalité que n'ont pas à intégrer des citoyens sur un temps court d'élaboration de principes. Donc, je crois qu'il faut multiplier ces exercices-là. Moi, je m'intéresse simplement, Olivier, à la question de qui paye et qui commande. La Convention citoyenne, c'est beaucoup d'argent. Cet argent-là, s'il avait été donné au Conseil de développement, à leur structuration dans tous les territoires et à des garanties démocratiques telles que la Convention nationale du débat le permet, peut-être qu'on aurait eu un continuum démocratique et une sorte d'évaluation permanente et de capacité prospective des citoyens. Donc la question de l'instrumentalisation et de qui mène ça, enfin, je ne voudrais pas qu'on ait une démocratie McKinsey, quoi. Il faut que clairement on soit sur des processus élaborés démocratiquement, territorialement, dans une diversité sociologique. Je suis d'accord avec toi, Yael, qui manque, c'est le point manquant des progrès de la Ve République. Et s'il y a ce défaut de représentation sociologique qu'on retrouverait dans la démocratie participative si nous n'y prenions garde, c'est parce qu'il manque un élément clé dans notre société qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent. C'est la question de l'éducation à la vie civique et de l'engagement politique. Aujourd'hui, c'est plutôt les élites des classes moyennes supérieures. Moi, combien de fois on me demande quelle école tu as fait pour être député? Et aux gamins, je leur dis à chaque fois, j'étais au lycée agricole de Pixrécourt et j'étais dans un mouvement d'éducation populaire. Voilà, donc ça, et il manque l'élément mouvement d'éducation populaire. On n'est pas obligé de passer par Sciences Po, d'être avocat pour être député, bien évidemment. Mais il faut avoir eu un mouvement, à côté de la famille et à côté de l'école de la République, il faut qu'il y ait un mouvement de jeunesse qui éduque à l'engagement, à ce que Cynthia Fleury appelle merveilleusement l'individuation, qui doit remplacer l'individualisme, qui est le complice de cet individualisme, qui est le premier complice, au-delà même du capitalisme, de l'économie financière, mais également de l'effondrement démocratique. Donc l'individuation, c'est la naissance de l'individu qui devient un sujet qui devient un citoyen et qui consolide l'état de droit, c'est l'enjeu du XXIe siècle et c'est une réforme profonde que nous devons engager pour que les classes populaires envoient des députés éduqués, formés à l'engagement à l'Assemblée nationale et ça changera le paysage politique. Je trouve... Je vous trouve sévère avec les conventions citoyennes, qui me paraissent quand même être un apprentissage de la fabrique de la loi utile, mais on prolongera ce débat sans doute avec Thierry Pech, qui connaît ça beaucoup mieux que moi. Il y avait une autre question, je vous donne la parole, hein, Alexis. Une autre question au deuxième rang. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges. Moi, j'aimerais réagir sur un propos qui, en tant que citoyen un peu alerte, m'a vraiment choqué et j'aimerais avoir quelques éclaircissements de votre part, Monsieur Corbière, sur justement le fait que vous pensiez que une politique de consensus soit une politique d'enfumage, selon vos propos, parce que, en tant que citoyen, quand j'allume la télé et que je regarde LCP, franchement, j'ai l'impression d'avoir une cour de récré avec une majorité, le doigt sur la couture, qui vote et une opposition qui s'oppose en bloc. Et quand je regarde dans les pays voisins, je vois par exemple à 100 km d'ici un Luxembourg où ils ont une majorité relative et de ce fait, ils ont du coup un gouvernement de coalition. En Allemagne, où ils ont également un gouvernement de coalition, où justement il y a une politique en fait de compromis et qui permet d'inclure le plus possible l'ensemble des citoyens et l'ensemble des opinions politiques des concitoyens. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'il y a aussi un malaise, et je pense que c'est aussi lié peut-être au fait que peu de gens vont voter aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'électeur, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune politique de consensus dans ce pays, où tout le monde se regarde, mais personne ne s'écoute. Et vos propos m'ont particulièrement choqué, et j'aimerais, s'il vous plaît, que nous ayons quelques éclaircissements sur ce sujet. Alexis Corbière. Merci, merci de la question. Alors déjà, je m'excuse si je vous ai choqué. Le consensus et le compromis, c'est pas la même chose. La démocratie, c'est quoi? C'est que vous, moi, nous tous, nous cherchons à comprendre le monde et nous recherchons quel est l'intérêt général. Et fort heureusement, nous ne sommes pas nécessairement d'accord. D'accord?
Donc la démocratie, c'est comment on régule le désaccord. Il arrive par moment qu'on arrive à passer des compromis, on n'est pas totalement d'accord, pour éventuellement faire une majorité. Mais imaginez un consensus dans une société, tous d'accord sur un sujet, ça peut arriver exceptionnellement, mais c'est une manière en vérité, souvent, d'amener au plus petit commun dénominateur, voire même, tel que ça a été dit, de nier où est le désaccord politique. Je répète, par exemple, je ne suis pas d'accord et je ne ferai aucun consensus avec l'idée que les Français doivent travailler plus longtemps. C'est mon droit. D'accord ? On peut passer des heures à en discuter. Je ne serai pas d'accord. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société, je parle en France, où on peut demander à nos concitoyens de travailler plus longtemps. Comment on règle ça au bout d'un moment ? On peut dire « Ah mais Corbière, vous êtes excessif, vous vous opposez tout le temps. » Oui, je m'oppose. Et en l'occurrence, les gens qui m'ont élu parce que j'ai dit clairement sur mon programme que pour ma part, je suis pour, en plus, le retour à la retraite à 60 ans. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on peut éviter, à partir de là, de dire « Ah mais... vous ne cherchez pas le consensus ?» Non, sur ce sujet-là, je ne le recherche pas. Par contre, je cherche à ce que, éventuellement, le peuple puisse s'exprimer pour savoir qui a raison. Moi, je m'incline toujours devant, à partir du moment où le consentement à l'autorité, à partir du moment où il y a un vote et une délibération citoyenne, il n'y a pas de souci. Par contre, j'accepte pas l'idée qu'au moment on ne permet pas à la souveraineté populaire de s'exprimer, voire même on profite de quelques coups d'éclat à l'Assemblée nationale pour justifier ce qui devrait plus vous choquer, si je puis me permettre, vous avez parfaitement raison de me critiquer, le fait qu'à un moment donné, un personnage arrive et dit 49.3, les députés ne votent plus. Ça, c'est choquant. Ça, c'est extrêmement violent. Extrêmement violent. Donc, de grâce, comprenons que le sujet à l'heure actuelle, c'est pas qu'un homme comme moi vous dise cette société génère nécessairement des désaccords et que la démocratie, c'est comment on régule ensemble nos désaccords, comment on fait en sorte que, même si je suis minoritaire, j'accepte, et même si vous êtes minoritaire, vous acceptez, le consentement à l'autorité n'est possible qu'à partir du moment où j'ai le sentiment et la conviction que celui ou celle qui prend la décision exprime la majorité. Aujourd'hui, on banalise, c'est pour ça que notre conversation n'est pas secondaire sur la question de la participation, le fait que celles et ceux qui prennent des décisions ne sont plus l'expression d'une majorité. Donc j'invite à y réfléchir tous ensemble, le problème que ça pose. Et si on ne le voit pas, cela se réglera. Parce qu'au bout d'un moment, les attitudes de violence physique que l'on observe sont l'expression du fait que les gens ne croient plus que celles et ceux qui prennent les décisions les représentent. Voilà ce que je dis, et c'est un sujet important. Et pour être provoquant, je voulais terminer. Non, mais un mot sur le Sénat, parce que le collègue que je veux féliciter... Je voudrais que l'invitation à réfléchir... Mais la question a été posée, tu vois, le collègue, on ne lui a pas répondu. Non, on a tout simplement une contrainte de temps. Bon. La présidente... Je l'aurais fait en une phrase. Hein. C'est que je pense que le Sénat n'est pas représentatif, et là aussi, il faut y penser. La présidente doit impérativement nous quitter. Donc, invitation à réfléchir, oui. Désolé de vous laisser dans une forme de frustration par rapport à, j'imagine, les innombrables questions soulevées par ce débat. Merci à tous les trois. Merci à vous. Et